l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 7, la représentation de la réalité. Les sciences ne nous suffisent pas parce qu'elles ne se suffisent pas, écrit le philosophe chrétien Maurice Blondel. La formule sonne juste, pourtant elle est ancienne, nous sommes à la fin du XIXe siècle. C'est dire et rappeler que la méfiance à l'égard de la toute-puissance des sciences est contemporaine de la manifestation de cette toute-puissance même. Aujourd'hui, nous sommes face à une exigence de responsabilité, car l'activité scientifique n'est pas une activité sociale au-dessus des autres, détachée des autres. Le savant est au monde et s'y trouve engagé, d'où la nécessité de lui rappeler sa responsabilité. Max Weber, dans Le savant et le politique, explique en effet, en 1919, je cite, « Toute activité orientée selon l'éthique peut être subordonnée à deux maximes totalement différentes et irréductiblement opposées. Elle peut s'orienter selon l'éthique de la responsabilité ou selon l'éthique de la conviction. » Alors l'éthique, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un ensemble de principes qui permet de porter sur l'action un jugement de valeur. Dans l'éthique de conviction, une action est bonne si elle reste fidèle aux intentions qui l'ont commandée, indépendamment de son succès ou de son échec. En revanche, l'éthique de responsabilité réclame de l'action qu'elle aboutisse au résultat pour lequel elle fut entreprise. Seul le résultat importe, sans aucune considération des principes, des convictions, justement, ou des moyens mis en œuvre. Dans l'éthique de conviction, on s'engage à rester fidèle aux principes, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Quant à l'éthique de responsabilité, eh bien, elle mesure les effets, elle s'attache aux conséquences prévisibles de l'action, et elle s'inscrit dans une culture de la réussite. Ainsi, par exemple, l'homme de foi est-il, par définition, régi dans son appréciation de l'action par l'éthique de conviction. Une décision sera bonne si elle est conforme au dogme de la religion, même si les conséquences sont, sur le moment, désastreuses sur le plan pratique. Les scientistes héritent de cette conception. Pour eux, la seule valeur à laquelle soumettre l'action, eh bien, c'est tout simplement la connaissance, la recherche de la vérité, ou pour parler comme Balzac, la recherche de l'absolu. Seul importe de faire avancer la science. La vérité n'attend pas. Mais peut-on vraiment exonérer le savant des conséquences de ses recherches ? Jacques Testard, le généticien, répond avec panache par une éthique de la non-recherche. Dans ce texte célèbre de l'un des pionniers de la fécondation in vitro, qui est publié en 1986, la question de la responsabilité du chercheur est d'emblée posée. Dès les premières pages, en effet, on peut lire « Moi, chercheur en procréation assistée, j'ai décidé d'arrêter. » Non pas la recherche, pour mieux faire ce que nous faisons déjà, mais celle qui œuvre à un changement radical de la personne humaine, là où la médecine procréative rejoint la médecine prédictive. Lorsqu'une innovation scientifique voit le jour, il faut que le chercheur soit bien conscient qu'elle finira par trouver nécessairement son application en dépit de ses conséquences morales. C'est le principe de Gabor, ou plus ou moins son pendant. Tout ce qui est techniquement faisable se fera, que sa réalisation soit jugée moralement bonne ou condamnable. Alors l'attitude de nos sociétés à l'égard de la science a beaucoup évolué. Si la fascination est toujours là, si indéniablement les hommes, grâce à la science, poursuivent leurs rêves de conquête de l'espace, développement des communications, etc., si nous plaçons toujours dans la recherche nos espoirs pour améliorer nos existences, tant sur le plan médical que sur celui du confort matériel, en revanche, l'opinion publique exprime à présent une certaine méfiance. Ce que les médias charrient aujourd'hui, c'est un grand nombre d'informations inquiétantes, qui portent souvent sur des dysfonctionnements techniques ou des imprudences tragiques dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité. Les inquiétudes se cristallisent par exemple sur les biotechnologies, dont on peut mesurer aisément ce qu'elles peuvent apporter à la fois de positif dans le domaine médical et de redoutable, la modification des cellules germinales d'un individu, qui laisse notamment imaginer le pire en matière d'eugénisme. Mais ce sont surtout les incidents liés au nucléaire qui frappent les esprits. 59% des Français jugent très sérieuse la menace que ferait peser sur eux un incident dans une centrale. De fait, la catastrophe de Fukushima au Japon, où se combinèrent le 11 mars 2011 un incident technologique de niveau 7 et un tremblement de terre, a réveillé des angoisses.
Des angoisses pas totalement enfouies, celle de 1986, où un autre accident, classé niveau 7, le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires, a eu lieu. C'était dans la centrale Lénine, à Tchernobyl, en Ukraine. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.